Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés déjà? Donc, on va commencer notre petit direct. Comme j'avais dit hier, j'ai pris un certain nombre de questions. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Bah, si vous me voyez bien, écrivez que vous me voyez bien. Si vous m'entendez aussi, dites que vous m'entendez bien. Voilà. Ali, tu m'entends bien? Loloïc, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bien de mettre des cœurs, mais écrivez si vous m'entendez bien. Vous voyez très bien? Ok, d'accord. Bon, donc je peux commencer. Alors, déjà, il faut qu'on soit clair sur une chose. Voilà. Moi, je ne suis pas médecin-chercheur. Voilà. Donc, je suis médecin radiologue. Et puis, j'ai une formation aussi en santé publique. Puis, je suis aussi médecin généraliste. Donc, ce background-là me permet d'avoir des connaissances sur beaucoup de maladies. Mais je ne suis pas expert en virologie, je ne suis pas immunologiste, je ne suis pas chercheur. Donc, dans le cadre du coronavirus, voilà, puisque les informations, même au niveau des médecins, hein, elles changent. Hein, voilà, ce qui est valable hier n'est pas valable aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses. Donc, j'ai décidé comme ça de partager mes connaissances et puis d'essayer d'apaiser les gens parce que c'est une maladie qui fait peur. Donc, voilà le contexte dans lequel j'interviens. Voilà. Donc, c'est pas la peine de me demander quel médicament tu as trouvé, qu'est-ce que tu as proposé, voilà, parce que je ne suis pas chercheur, je suis radiologue. Voilà, nous les radiologues, dans le cadre du coronavirus, on fait des scanners, on regarde les lésions que les patients ont, et puis on les renvoie chez l'infectiologue. Voilà. Bon, donc, je vais commencer à répondre à vos questions. Voilà. Alors, la première question, c'est Ivan Emma qui me demandait, ayant été guéri du coronavirus, peux-tu être infecté à nouveau? En France, il n'y a pas encore ce type de cas-là, mais ça a été décrit en Asie, donc au Japon, où ils ont décrit que des malades qui avaient eu le coronavirus l'ont attrapé encore une deuxième fois. Mais ce sont des cas, il faut le dire, sont très rares. Voilà. Ce sont des cas qui sont rares. D'aucuns disent que ce sont des patients qui sont sortis trop tôt et qu'ils avaient encore les signes. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est une maladie qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrisait pas assez bien. C'est maintenant qu'on commence à bien la maîtriser. Et quand tu fais la maladie, le virus, il te reste dans l'organisme pendant encore 14 jours. Voilà. Donc, si la moyenne d'incubation aussi, c'est de 14 jours. Donc, entre 0 et 14 jours. Mais la moyenne, c'est 5 jours. Donc, à partir du cinquième jour, tu peux faire la maladie. Et puis tu peux faire la maladie pendant 2 3 jours, pendant 4 jours. Donc au 10e jour, tu guéris, tu rentres à la maison, mais le virus il va rester dans ton corps pendant encore 14 jours. Donc si on te teste, tu seras positif. Voilà. Donc la deuxième question, alors, excusez-moi, vous allez sur mon deuxième portable là. Alors, c'est Kwame Clément Michael qui me demandait est-ce que c'est possible que quelqu'un ait eu le Covid en Côte d'Ivoire en janvier 2020? Oui, c'est très possible. Hein. C'est très possible puisque aujourd'hui, le monde est relié avec des avions, donc on voyage partout. Donc de ce fait-là, il y a beaucoup d'échanges. Et il y a des Chinois qui travaillent en Côte d'Ivoire, donc et il y a des Ivoiriens qui travaillent en Chine. Donc c'est possible. Voilà. De mon expérience personnelle, j'ai un parent très proche qui en janvier m'a appelé pour me dire qu'il a le palu, il vivait à Paris en janvier. Donc je lui ai dit, bah, tu ne peux pas avoir le palu puisqu'en France, il n'y a pas de palu. Il me disait, ben, c'est les signes, c'est comme les signes du palu parce que j'ai très très mal à la tête, j'ai une forte fièvre et tout. Et je lui ai dit, tu es allé à l'hôpital? Il me dit, oui, je suis allé à l'hôpital, je suis allé voir mon médecin. Et mon médecin m'a prescrit du paracétamol et je n'arrivais pas à respirer, donc il m'a prescrit de la ventoline. Et comme c'est un parent à moi, je sais qu'il n'est pas asthmatique. Je lui ai dit, bah, on ne peut pas te prescrire de la ventoline, tu n'as jamais été asthmatique. Il m'a dit, c'est parce que j'arrive pas à respirer. Mais j'ai pris la ventoline et que ça n'a rien changé et tout. Voilà. Et ça, c'est une histoire de janvier. Voilà. Donc, au mois de mars, quand on a commencé à voir les patients ici, à voir les signes, ben, on s'est rappelé et puis je lui ai dit, mais c'est un Covid que tu as fait en janvier. Donc, si quelqu'un a pu faire un Covid en janvier à Paris, bah, c'est possible qu'il l'ait fait aussi à Abidjan. Alors, Sheikh Yann me demandait,
moi je veux savoir après les 14 jours d'incubation, qu'est-ce qui se passe. Alors, après les 14 jours d'incubation, soit tu es un porteur asymptomatique, donc le virus va être dans ton corps, il va s'éliminer tout seul et tu n'as fait aucun signe de la maladie. Soit tu vas faire des signes de la maladie, mais des signes dits mineurs, c'est-à-dire une fièvre qui n'est pas supérieure à 38 ou pas de fièvre, où tu auras le nez bouché, où tu auras l'anosmie, donc tu ne sentiras plus les odeurs, ou une agueusie simple, tu ne vas plus sentir le goût, ou tu auras ce qu'on appelle un chat dans la gorge qui gratte, ou tu auras un rhume, donc tu auras ces signes mineurs là. Voilà. Et soit c'est ces signes mineurs là, soit tu es asymptomatique, tu ne fais pas la maladie, soit bah, tu vas décompenser avec une insuffisance respiratoire et on sera obligé de t'envoyer en réanimation. Alors, Ivan Emma qui me demandait, le port des gants contribue-t-il à lutter efficacement contre le virus? Oui, le port des gants fait partie de la lutte active contre le virus, mais dans un milieu hospitalier et puis quand on maîtrise le port des gants. Voilà. Si tu portes des gants, j'ai vu une image qu'on m'a envoyée sur Facebook là, un chauffeur de War qui a touché sa voiture avec les gants, qui met sa main dans sa poche avec les gants. Bon, voilà. Si tu mets ta main dans ta poche avec les gants et tu touches tout avec les gants, mais le gant il est inutile. En fait, tu deviens même dangereux parce que tu prends le virus et tu les sèmes partout. Voilà. Donc c'est mieux même de ne pas avoir de gants et puis de les laver avec les solutions hydroalcooliques à chaque fois. Alors Michel Bonny qui me demandait quand le cas n'est pas critique, combien de temps on guérit quand le cas n'est pas critique, en combien de temps maximum on guérit? Alors quand le cas n'est pas critique, tu peux guérir en 2-3 jours, tu peux guérir en 10 jours, tu peux guérir en 2 semaines. Donc ça dépendra maintenant de ton organisme. Alors, Ivan Ama qui me demandait un malade. Non, d'abord il y a Mariama Karamaya. Bonjour docteur, est-ce qu'on peut avoir le Covid sans présenter des symptômes, c'est-à-dire tout fièvre, problème de respiration? Oui, ce sont les patients asymptomatiques. Donc, tu peux avoir le Covid et puis faire aucune manifestation de la maladie. C'est pour ça qu'après la maladie, il va falloir qu'on fasse un dépistage de masse de toute la population. Pourquoi? Ça va nous dire qui ont été les porteurs asymptomatiques. Puisque quand le virus rentre dans ton corps, automatiquement, de toute façon, il y aura des anticorps qui seront fabriqués. Que ce soit automatiquement comme chez les enfants ou un peu plus tard comme chez les adultes, tu as des anticorps qui vont être fabriqués. Donc, après la pandémie, on va doser les anticorps anti-coronavirus dans le corps de tout le monde. Si on retrouve ces anticorps-là, c'est que tu as fait la maladie sans le savoir ou peut-être que tu l'as su. Voilà, donc, Ivan Emma, un malade peut-il échapper aux tests? C'est-à-dire, tu fais la maladie et les tests sont négatifs. Non, un malade ne peut pas échapper aux tests. Si tu fais les tests ils sont positifs. Seulement on peut mal faire les prélèvements. La dernière fois, j'expliquais que pour faire le prélèvement, c'est avec un coton-tige comme ça qui est assez long. Et il faut le mettre dans le nez, mais il faut bien l'enfoncer jusqu'à l'arête ici, là. Voilà. Si tu as mis ça dans le nez juste au bout, là, bah, tu risques de prendre de mauvaises sécrétions. Et puis le prélèvement va être négatif. Abiba Sanogo qui me demandait, bonjour docteur, comment pouvez-vous expliquer comment se fait la mise en quarantaine et pourquoi on le fait, aussi le confinement? Quand on demande à certaines personnes de se mettre en quarantaine au travail, c'est devenu un moment de course, de promenade, j'aimerais si possible une sensibilisation à ce sujet. Alors, pourquoi on fait la mise en quarantaine? Alors, la mise en quarantaine, c'est tout simplement pour qu'un sujet dont on ignore le statut sérologique Covid, on va dire comme ça, soit en contact avec d'autres personnes pour les contaminer. Voilà, donc pour les patients qui venaient des pays endémiques, la Chine, la France et tout, on n'a pas de dispositif pour tester. L'idéal, c'est d'avoir le dispositif et dès que le patient arrive, comme les patients qui sont arrivés à l'INGS en Côte d'Ivoire, dès que les patients arrivent, ils descendent de l'aéroport, on leur fait un test systématique à tout le monde. Voilà. Mais quand on n'a pas les moyens de faire le test maintenant, on ne va pas laisser les sujets en contact avec d'autres personnes, ils vont les contaminer s'ils sont porteurs de la maladie. Donc on les met en quarantaine, on les isole en attendant d'avoir des résultats. Si on a les résultats, que les résultats sont positifs, voilà, on peut les libérer. Après le confinement c'est différent de la quarantaine. Le confinement, c'est ce qu'on fait un peu partout maintenant, où on dit aux gens de ne pas sortir quand ils ne sont pas obligés de sortir,
de sortir vraiment pour ces activités qui sont utiles, de ne pas aller au bar, de ne pas se rendre visite, d'éviter de se regrouper dans des endroits. Le confinement, j'ai expliqué ça lors du direct la dernière fois, c'est plus pour ne pas qu'on ait un afflux de malades en même temps, parce que vous savez que il y a ces 2% de malades qui font des grosses complications et qui vont mourir et tout. Mais si tu as 10 personnes, 2% c'est infime. Mais quand ça devient 1000, 2000 personnes, 2% ça devient beaucoup. Donc c'est pour ne pas que tout le monde tombe malade en même temps. Alors, Cheikh Yann qui me demande, est-ce que le taux de rapport sexuel diminue le rôle de notre système immunitaire dans le Covid? Il n'y a aucune corrélation entre les rapports sexuels et puis l'immunité dans le Covid. Donc tu peux avoir tes rapports sexuels normalement. Voilà. Dès l'instant où ta partenaire n'est pas Covid, il n'y a pas de souci. Mais si elle est Covid, tu vas choper la maladie aussi. Alors Korotoum Cabré qui me dit, est-il possible qu'une personne puisse être allée à Paris depuis janvier et puisse faire la maladie maintenant? Non, si la personne est allée à Paris en janvier, donc elle a fait la maladie en janvier, et là ça fait 3 mois, normalement elle devait être guérie. Alors, Yao Yaoson, est-il possible qu'un malade puisse rechuter à nouveau malgré qu'il n'ait pas eu à cohabiter avec des personnes ne présentant pas de symptômes? Non, non. Bah, si tu es guéri, normalement quand tu guéris, c'est difficile de retomber encore malade. Voilà, normalement quand tu guéris, tu tombes plus, tu refais plus la maladie. Voilà. Donc, si en plus tu tombes malade et que tu es guéri et que tu n'as pas été en contact avec des gens qui ont la maladie, tu ne peux pas refaire la maladie tout seul comme ça. Est-il possible de refaire la maladie une fois guéri? J'ai répondu à ça. Oui, c'est possible, mais c'est très rare. Pourquoi et pour ceux qui sont porteurs sains feront-ils la maladie un jour? Non, ceux qui sont porteurs sains, ils ont développé des anticorps. Donc, c'est comme s'ils ont fait la maladie, mais ils n'ont pas de signes. Donc, ils n'ont pas de raison de tomber malade un autre jour. Mais dans des rares cas, ça arrive. Le coronavirus vit-il combien de temps dans le corps humain? Alors, donc, on a une phase dite d'incubation qui peut durer de 1 à 14 jours. Et une fois qu'on fait les signes, tu as 14 jours encore. Donc, il vit en moyenne 2 semaines. 2 semaines où il est actif dans le corps. Sinon, pendant 28 jours, pendant 1 mois, il peut être dans le corps. Mais c'est pendant 2 semaines qu'il est vraiment actif. Dans la phase, à partir du moment où on a eu les symptômes, il persiste pendant 14 jours, même quand on est guéri. Mohamed Samagassi qui me demande pourquoi autant de temps pour avoir un médicament. Alors, pourquoi autant de temps pour avoir un médicament? Ça, c'est la bonne question. Il faut savoir que faire des médicaments, ça répond à un certain nombre de critères. Alors, c'est pas parce qu'on est en période de pandémie ou c'est pas parce que il y a des morts imminents qu'on va pas respecter les protocoles d'épidémiologie qu'on connaît. Voilà. Donc, pour faire un médicament, il y a des règles. Donc, il y a 3 phases pour faire pour valider un médicament. Il y a 3 phases. Alors, la première phase, on fait un essai sur un petit nombre de malades, généralement 10, 20 malades. Donc, on voit l'efficacité du traitement. Si c'est positif, on fait un deuxième essai sur un nombre un peu plus grand, entre 40 et 80 malades. Voilà. Et maintenant, on va comparer des cas et des témoins. C'est-à-dire qu'on va prendre des malades à qui on va donner le médicament et puis on va prendre des malades à qui on ne donne rien du tout. Voilà. Et donc, on va faire la corrélation pour savoir est-ce que ceux à qui on a donné les médicaments sont guéris plus rapidement que ceux à qui on n'a pas donné de médicaments. Si on arrive à prouver ça, c'est que le médicament est bon. Après, on peut faire une autre étude encore où on va comparer 2 médicaments. Donc, on compare, par exemple, médicament A à qui on donne ça à un groupe, médicament B à un autre groupe. Et puis, on va voir dans les 2 groupes quelle est l'efficacité, quel est le médicament qui aura été le plus efficace. Après, on a une 3e phase où on va prendre un plus grand nombre de malades. Donc, ça sera à peu près 1000 et quelques, plus de 1000 malades. Donc, c'est après tout ça qu'on peut se dire qu'un médicament est bon ou pas. Voilà. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas donner des conneries aux gens. Alors Michel Debien qui me demandait bonsoir docteur, tu dois être bien occupé et peut-être inquiet. Non, bon, occupé, oui, je suis occupé. Inquiet, non, je ne suis pas inquiet, je suis confiant, je suis optimiste. Les Chinois ont réussi à vaincre le coronavirus en 4 mois. Bah, nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à vaincre cette maladie. D'autant plus qu'on a une avance sur eux parce que
eux, ils n'avaient même pas fait d'essais cliniques, ils n'avaient pratiquement rien fait, la maladie leur tombait dessus. Nous, il y a des essais cliniques qui sont en cours. On en sait un peu plus sur le virus, donc normalement, on, on est beaucoup plus armé qu'eux, donc on s'en sortira. Maintenant, en combien de temps, je ne peux pas le prédire, mais on s'en sortira. Alors, alors, deuxièmement, tu dis, excuse-moi, dernière question, je ne voudrais pas être trop lourd, mais dans le désordre, je m'y perds. Donc, si une personne est contaminée, soit les poumons sont atteints, et symptômes, soins ou guérison. Ouais, d'accord. Dans le cas du porteur sain asymptomatique, le virus ne peut pas vivre longtemps car les anticorps détruisent. Au bout de 14 jours, le patient est guéri. Alors, les porteurs asymptomatiques, oui, les porteurs asymptomatiques, le virus va être dans l'organisme, donc l'organisme va fabriquer des anticorps. Et puis, au bout des 14 jours, là, puisque sa période d'incubation va se terminer, il ne fait pas de signe, le virus il va disparaître. Voilà, donc il faut te rassurer. Voilà, normalement, tout ira bien. Voilà. Il y a 98% des patients qui guérissent. Voilà, il faut savoir que 98% des patients guérissent. Alors, Ivan Emma, voilà, donc l'histoire du groupe sanguin O. Voilà, donc j'ai mis les chiffres quelque part ici. Voilà. Donc, en fait, c'est une étude qui a été faite en Chine où ils ont pris 2173 patients qui étaient porteurs du Covid et puis 3694 patients qui n'étaient pas porteurs du Covid. Donc, ils se sont rendus compte que dans les 3694 personnes qui n'ont pas le Covid, il y a 32% qui sont du groupe A et puis il y a 34% qui sont du groupe O. Donc, 32% A, 34% O. Ça veut dire quoi? Sur 100 malades, sur 100 personnes qui ne sont pas malades, il y a 34 O et il y a 32 A. Voilà. Donc, ça veut dire que les O ne font pas plus la maladie que les A. Mais quand tu prends 34 et puis 32, est-ce que la différence est significative? Ce n'est pas très significatif déjà. Deuxièmement, dans la population malade, donc il y avait 38% de A et puis 26% de O. Donc là, ça devient un peu plus significatif. Voilà. Donc, ça veut dire que dans les 2173 patients malades, tu as 825 qui sont du groupe A, tu as 564 qui sont du groupe O, et puis tu as 683 qui sont des autres groupes. C'est un peu significatif, mais ça ne veut pas dire que les O ne font pas la maladie. Ça veut dire que les personnes A font un peu plus la maladie que les autres, mais c'est vraiment pas significatif. Deuxièmement, dans les décès, alors au niveau des décédés, il y a eu 206 décès dans l'étude. Il y avait 41% qui étaient du groupe A, et puis il y avait 25% qui étaient du groupe O. Donc il y avait quand même des A et des O qui sont décédés, donc les O sont décédés aussi, même si c'était 25%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette étude-là, ils n'ont pas tenu compte des antécédents des patients, des maladies des patients. Voilà. Donc, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ils soient diabétiques, qu'ils soient hypertendus, qu'ils soient sous traitement VIH, etc., etc. Donc, ce genre de choses-là, ça peut entraîner un biais dans l'étude. Donc, il faudrait refaire cette étude-là en tenant compte de tous ces facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent entraîner la mort déjà du patient. Voilà. Donc, en conclusion, par rapport à leur étude, oui, le groupe O est plus résistant, mais il y a plein de O qui meurent aussi. Voilà. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes du groupe O, vous êtes plus protégé que les autres. Non. Voilà. Donc, dans le pourcentage des O qui meurent là, vous pouvez être dedans. Voilà. Puisqu'il y a des O qui sont morts. Alors, Shayana Wilson qui me dit que doit faire ou quelles précautions prendre quand on doit sortir pour aller faire ses courses au supermarché. Alors, quand on sort, on va faire ses courses au supermarché. La précaution, c'est le périmètre de sécurité. Voilà. Bon, on nous avait dit que le périmètre de sécurité, c'était 1 mètre. Mais 1 mètre, c'est petit parce que les gouttelettes, là, ça va jusqu'à 3 mètres. Voilà. Donc, quand on sort, il faut vraiment être au moins à 3 mètres des gens avec qui vous êtes. Voilà. Si vous êtes des personnes fragiles et tout, vous avez des facteurs, il faut mettre un masque. Voilà. Parce que l'épidémie est en train de se généraliser. Quand c'est généralisé comme ça, voilà, si vous êtes obligé d'aller dans un endroit où il y aura vraiment du monde, où vous ne pouvez pas mettre une distance de sécurité de 3 mètres, il faut mettre carrément un masque, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Le port des gants, c'est pas la peine parce que vous êtes capable de souiller tout votre environnement avec les gants. Donc mieux vaut se laver les mains avec les solutions hydroalcooliques. Alors, pour qui désiré qui me demande, le protocole du professeur Raoul
avec l'hydroxychloroquine fait baisser la charge virale. Alors, peut-on dire qu'on devient négatif? Négatif. De toute façon, que tu prennes de la chloroquine ou que tu prennes pas de la chloroquine, la charge virale, elle va baisser, sinon tu ne vas pas guérir. Donc, j'ai dit que quand quelqu'un fait les signes de la maladie, après 14 jours, on ne retrouve plus le virus dans son corps. Ça veut dire que la charge virale diminue jusqu'au 14e jour, elle n'existe plus. Donc, avec ou sans la chloroquine, ta charge virale va baisser. D'autant plus que on a 98% des patients qui guérissent de façon spontanée ou avec un traitement symptomatique, paracétamol, donc sans chloroquine. Deuxième question de Porquet Désiré. Dans les conditions, le virus peut-il muter ou entraîner des métastases? Alors, le virus, il a déjà muté. C'est un virus qu'on retrouve chez le pangolin, la chauve-souris. Donc, il a muté déjà pour passer à l'homme. Je ne pense pas qu'il puisse muter encore une fois de plus. Et puis, les métastases, ça, c'est plutôt par rapport au cancer. Donc, c'est quand tu as un cancer, par exemple, tu as un cancer du foie, et puis les cellules du cancer du foie vont se retrouver dans le cerveau et autres. En ce moment-là, on peut parler de métastases. Mais dans le cas du virus, non, ce ne sont pas des métastases. Peut-on encore contaminer les autres? Oui, quand on est malade, pendant la phase d'incubation, on peut contaminer, mais le risque de contagion n'est pas élevé. Il est plus contagieux, le risque est plus élevé quand on commence à faire les signes. Donc après l'incubation, quand on a les premiers signes de la maladie. Peut-on considérer ce protocole comme un vaccin qui serait effectué périodiquement? Non. Il y a les vaccins ont des protocoles qui sont faits dans les règles de l'art. Donc, on n'a pas. Si on doit faire un vaccin, ça serait un vaccin qu'on va administrer. Mais le fait d'avoir été contaminé et tout, c'est pas un vaccin. Ça va stimuler la mémoire immunitaire. Et normalement, si le virus revient, on doit pouvoir se défendre. Mais le principe des vaccins, il est différent. Le vaccin, c'est un organisme vivant dont on va réduire les capacités. Donc, on va l'atténuer et puis on le met dans le corps pour que l'organisme fabrique des anticorps. Y a-t-il un effet secondaire effet secondaire de quoi? Des vaccins? Non, il n'y en a pas. Peut-on homologuer ce protocole à ce stade au vu de la pandémie grandissante? Tu parles de quel protocole? Le protocole de l'hydroxychloroquine. Bon, ça, si c'est l'hydroxychloroquine, après je vais parler de ça largement. Alors, hello doc, j'aimerais savoir si une femme enceinte testée positive a la possibilité de mettre à l'abri l'enfant qu'elle porte ou bien la contamination est directe. Si cette femme-là est enceinte, pendant qu'elle est enceinte, il n'y a pas de contamination. Voilà, donc maintenant, après, pendant l'accouchement, il peut y avoir une contamination, mais comme on l'a dit, généralement, les enfants, ils font la maladie, mais ils font des signes mineurs de la maladie. Après, si la femme est enceinte au 6e mois, le virus, il ne fait pas 3 mois dans l'organisme. Voilà, donc pour qu'il y ait contamination, il faut que peut-être que la femme soit à terme. Voilà, donc elle est malade et puis elle accouche dans une semaine. Là, voilà, on pourra parler de contamination. Mais sinon, si elle est enceinte à 2 mois, 3 mois ou même à 7 mois et qu'elle n'a pas encore accouché, elle peut faire la maladie, le virus il va disparaître, l'enfant n'aura rien. Voilà, donc j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées hier. Je vais regarder les questions qui ont été posées aujourd'hui et puis après je vais répondre les questions qui sont sur le direct. Alors, excusez-moi, ça charge. La connexion n'est pas très très bonne. Bon, j'arrive pas à voir vos questions parce que la connexion elle est partie. Bon, donc je vais répondre directement aux questions que vous m'avez posées ici. Voilà. Je vais les défiler. Bon, ici, il n'y a pas trop de questions. C'est plutôt des gens qui me regardent. Le coronavirus pourra-t-il un virus périodique? Oui, il peut être un virus périodique, hein, donc chaque année il peut revenir. Mais comme on aurait été déjà malade, ben, ça sera plus facile pour nous de se défendre. Donc normalement, on ne devait pas refaire la maladie plusieurs fois.
Alors, docteur, que pensez-vous du Covid puisse être largué par satellite? Pourquoi laver les pays pour des précisions et des gouttelettes de flux? Alors, non, le virus ne peut pas être largué par satellite, non, ça sert absolument à rien du tout. Laver, je pense pas, hein. Bon, il y a des gens qui sont dans la théorie du complot qui peuvent y penser. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour cette théorie-là. Pourquoi laver le pays? Ben, bon, c'est bien de laver un pays, de désinfecter, mais dans le cas du Covid, c'est inutile. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de dépister tous les patients. Voilà, parce que si on lave un endroit, par exemple, on lave un marché, et puis le lendemain, les personnes malades s'en vont dans le marché, ils toussent, ils éternuent, ils auront pollué le marché. Voilà. Je profite pour répondre aussi à la durée du virus dans l'air. Donc voilà, donc il y a une étude nord-américaine qui a dit que le virus, il faisait 3 heures de temps dans l'air et tout. Donc ça fait que les personnes flippent un peu, ils se disent, bah, s'il reste là pendant 3 heures, si j'ai pas de masque, si je viens, je vais respirer le virus. Alors, il faut nuancer les choses. Il faut savoir comment cette étude-là a été faite. Donc cette étude-là a été faite avec un matériel de vaporisation. Voilà, donc ils ont vaporisé des gouttelettes d'eau dans lesquelles ils ont mis du virus dans un environnement fermé. Donc c'est comme le bureau dans lequel je suis. Vous prenez quelque chose à vapeur, voilà, comme les trucs où on se vaporise pour le visage, là, pour mettre de l'eau là, voilà. Donc vous mettez ça avec du virus dedans. Et donc après ils ont mesuré et tout pendant combien de temps ces gouttelettes là contenaient du virus. Sauf que dans la vraie vie, ben, quand on tousse là, il n'y a pas de gouttelettes qui pour vaporiser. Vous savez que c'est comme un parfum. Quand tu pompes un parfum ou un désodorisant, ça reste dans l'air, ça ne redescend pas tout de suite. C'est pour ça que la pièce sent bon pendant un moment. Voilà. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Voilà. Donc cette étude-là, elle a nuancé. Ce sont les gouttelettes là qui sont restées en l'air avec le virus. Et là, ils ont calculé les 3 heures de temps. Sinon, dans la réalité, quand quelqu'un va tousser, déjà l'environnement n'est pas fermé. On ne vit pas dans des pièces, dans des trucs. L'environnement, il est dans l'air. Il y aura les courants d'air, il y aura le vent et tout. Donc une fois que quelqu'un va éternuer, bah, tout va retomber par terre. Voilà. Donc le virus, il ne reste pas 3 heures de temps en l'air, non, il va retomber aussitôt. Bon, je regarde les questions. Et si une personne a fait la fièvre, et puis c'est passé, et puis il y a des plaies dans les narines. Oui, bon, une personne a pu faire de la fièvre, il a pu avoir des plaies dans les narines. Ça peut être un Covid, une forme mineure de COVID. Si c'est passé, le patient il est guéri. Bonjour, as-tu l'utilisation de la chloroquine en Côte d'Ivoire? Bon voilà, donc je vais parler de la chloroquine en même temps par rapport à cette question-là et puis à l'étude du procès Raoult. Alors, moi, déjà, il faut qu'on soit clair. Voilà. Moi, je ne suis pas contre le professeur Raoult, je ne suis pas un anti-chloroquine. Voilà. Moi, je n'ai pas de souci avec le professeur Raoult, je n'ai pas de souci avec l'administration de la chloroquine. Mais un médicament répond à des règles. La première étude que le professeur Raoult a fait, il a fait sur 24 patients. Attends, je vais noter ça quelque part ici, là. Voilà, donc il a fait ça sur 24 patients à qui il a donné du plaquenil. Voilà. Et il s'est rendu compte que il a comparé cette étude-là avec d'autres patients qui étaient à Avignon et puis à Nice. Voilà. Le problème, c'est que les patients qui sont à Avignon et qui étaient à Nice, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les premiers patients. Voilà. Donc ça pose un problème. Deuxièmement, il s'est rendu compte que 90% des patients qui n'avaient pas reçu son médicament au bout de 6 jours avaient toujours le virus. Et puis ceux qui ont reçu le médicament, il n'y avait que 25% qui étaient positifs après 6 jours. Voilà. Donc, le problème de ce type d'étude-là, c'est la comparaison. Voilà, parce que pour faire une étude, j'ai dit ça au début de la vidéo, pour faire une étude, il faut des cas et des témoins. Et les cas et les témoins doivent avoir les mêmes caractéristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une personne qui est d'origine africaine noire et qui a 40 ans, qui est dans le groupe A, il faut la même personne aussi d'origine africaine 40 ans dans le groupe B. Si on prend un asthmatique de 17 ans, il faut prendre un autre asthmatique de 17 ans dans l'autre groupe. Et un groupe à qui on va donner le médicament, un groupe à qui on ne va pas donner le médicament. Pourquoi? Parce que dans le coronavirus, 98% des patients guérissent. Que tu prennes les médicaments ou que tu ne prennes pas les médicaments, ta charge virale va baisser puis tu vas guérir. Tous les patients qui sont asymptomatiques, leur charge virale a baissé, ils sont guéris. Ceux qui sont sortis de l'hôpital sans hospitalisation ou ceux qui se sont traités à la maison, leur charge virale a baissé, elle a disparu, c'est pour ça qu'ils sont guéris. Donc, c'est la règle dans cette maladie-là de guérir. Seulement que comme on a beaucoup de contaminés, c'est pour ça que le taux de mortalité il est élevé, même si c'est 2%. Quand tu fais 2%
de 20 000 personnes, ça devient beaucoup. Voilà. Donc, c'est ce qui pose problème dans la première partie de son étude. Après, il a refait un autre échantillonnage encore avec 80 malades. Voilà. Et maintenant, dans ces 80 malades, 50% de ces malades avaient moins de 52 ans. Alors qu'on sait que dans cette maladie-là, c'est généralement les plus de 65 ans qui décèdent. Voilà. Donc déjà, dans un échantillonnage où tu as 50 personnes qui ont moins de 52 ans, quand on sait que les moins de 52 ans, ben, ils guérissent dans la majorité des cas, ça pose déjà un problème. Donc, 50% avaient moins de 52 ans, 65 patients. Bon, l'évolution était favorable pour 65 patients, donc 81%. Voilà. Il y a 12 patients qui ont été envoyés en soins intensifs, donc 15%, et puis il y a eu un décès de 5%. Donc son étude, selon lui, a été efficace à 81%. Mais ce que les scientifiques et les chercheurs lui reprochent, c'est ce que je vous ai dit tantôt, l'étude des cas et des témoins pour comparer, et puis le taux de guérison de la maladie, puisque la plupart des patients guérissent. Donc, il y a un doute. Mais pour lever ces doutes-là, il y a une étude qui est en train d'être faite, qui a débuté aujourd'hui au CHU d'Angers, où je travaille. Une étude de 1300 patients. Voilà. Donc, 1300 patients, ce n'est pas 80 patients. Donc, d'ici une semaine, 2 semaines, on se donne 2 semaines, maxi 3 semaines, sinon 2 semaines, on aura les résultats et puis on va savoir est-ce que le plaquenil il est efficace ou pas. Deuxièmement, il faut faire attention aussi au plaquenil parce que c'est un médicament, et le professeur Raoul lui-même il a dit, il ne faut pas le prendre en ambulatoire, il ne faut pas le prendre à la maison. Voilà, parce que c'est un médicament qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Donc, pour le prendre, il faut faire un ECG et puis il faut doser le potassium dans l'organisme parce que le potassium, une fois qu'il baisse, il peut entraîner des troubles du rythme cardiaque alors que le coronavirus entraîne une diminution du potassium. Donc, ce n'est même pas un médicament à prendre de façon anodine à la maison. Les effets secondaires des médicaments sont rares. Pour tous les médicaments, les effets sont rares. Donc l'hydroxychloroquine, il y a des patients qui le prennent dans le cadre de maladies auto-immunes, le lupus, la polyarthrite, tout ça. Voilà. Ces médicaments-là font pas ces patients-là ne font pas des arrêts cardiaques. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'il y a 1% qui en fait. Si vous prenez 100 personnes qui vont prendre du plaquenil, qu'il y a 1% qui en fait, ça veut dire que sur les 100 personnes, 98 ne vont pas avoir de soucis. Il y a une personne qui va avoir des soucis, qui peut mourir. Mais quand vous multipliez ce nombre de 100-là par 1000, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui peuvent mourir. Quand vous multipliez par 10 000, ça fait 100 personnes, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, pour le coronavirus, où on a toute la population qui a affolé et tout, on aura 30 000, 40 000 personnes qui vont prendre du plaquenil chez eux à la maison. Dans les 30 000, 40 000 là, il peut y avoir une centaine de personnes qui vont faire un arrêt cardiaque. Un mort déjà, c'est beaucoup. Voilà. Donc, il faut faire attention à la prise de ce médicament-là. Voilà, donc j'ai répondu pour la chloroquine. Est-il vu que le groupe sanguin O résisterait au coronavirus? Oui, j'ai répondu à cette question-là. Bon, je vais revenir encore dessus. Parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent à chaque fois. Oui, il y a une étude qui a été faite en Chine. Donc, dans l'étude, ils ont pris 2173 patients Covid, 3694 non Covid. Voilà. La population des non-malades, donc ceux qui n'étaient pas malades, qui n'avaient pas le Covid, il y avait 33% du groupe A et 34% du groupe O. Voilà, donc si tu prends 100 personnes, tu as 34% qui ne sont pas du groupe O qui ne sont pas malades, tu as 32% qui ne sont pas malades. Donc 34 et puis 32, déjà ça même là, ce n'est pas un nombre qui est assez significatif. Voilà. Après, dans la population malade, ils ont trouvé qu'il y avait 38% de O, 38% de A, pardon, et puis 26% de O. Voilà. Donc, ça veut dire que les O sont un peu plus malades parce que ça fait 38%. Mais 26% là, ce n'est pas négligé. Donc, toi qui es O+, moi aussi je suis O+. Mais on peut faire partie des 26%. Voilà. Donc, sur les 2173 patients qui étaient Covid, il y avait 825 qui étaient du groupe A, mais il y avait quand même 564 qui étaient du groupe O. Donc, dans les 564 là, tu peux faire partie. Voilà. Et puis, le biais de cette étude-là, c'est que ils n'ont pas donné les antécédents des patients. Donc, ils n'ont pas regardé s'ils avaient le diabète, l'hypertension et tout. Donc, il faudrait qu'ils refassent une autre étude avec tous ces facteurs-là. Donc, oui, il semblerait que le groupe O soit un peu plus résistant, mais c'est vraiment pas significatif. Voilà. Parce qu'il y a eu des décédés, et donc dans les décédés, il y a eu 41% qui étaient du groupe A, mais il y a eu quand même 25% du groupe O. Donc, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a 40 personnes du groupe A qui sont mortes, mais il y a quand même 25% du groupe O qui sont mortes aussi. Donc, si tu es O, tu peux faire partie de ces 25% là et puis mourir. Donc, c'est pas
C'est pas très significatif ce truc-là. Alors bon, je défile pour vos questions ici. Dieu la baronne qui me dit les malades du VIH sont-ils des malades vulnérables? Oui, les malades du VIH sont vulnérables parce que ce sont des malades qui ont une immunodépression. Donc, ça dépend de la phase. Parce que dans le sida, il y a 3 phases. Donc, il y a la primo-infection où on ne fait pratiquement pas de signes. On fait des signes bénins comme les signes de la grippe. Après, il y a l'infection même où on fait des signes mineurs. Et puis, il y a la phase sida où on est immunodéprimé, où on est sujet à toutes les maladies. S'ils sont dans la première phase ou dans la deuxième phase, bon, c'est encore jouable. Mais s'ils sont dans la phase 3 ou la phase sida où toutes les maladies opportunistes les affaiblissent, ils sont déjà faibles, c'est pas intéressant pour eux. Après, il peut avoir peut-être une petite chance parce qu'il y a un antirétroviral qu'on utilise dans le Covid en milieu hospitalier, donc l'association Lopinavir et puis Ritonavir. Étant donné que les médicaments, les patients VIH ont déjà cet antirétroviral-là, peut-être que s'ils sont équilibrés, le fait déjà de prendre cet antirétroviral-là, peut-être ça peut les sauver. Mais moi, je ne peux pas être affirmatif. Hein. Voilà, donc il y aura des études qui seront faites là-dessus et puis on va voir comment les sujets VIH réagissent. Sinon, déjà, on peut dire que ce sont des sujets qui sont fragiles, donc c'est pas intéressant pour eux que le virus vienne se greffer et qu'il aille au niveau des poumons. Donc, je défile pour regarder vos questions. Alors, une personne guérie peut refaire la maladie ou non, une personne guérie ne refait normalement pas la maladie. Voilà, mais il y a des cas où ils peuvent refaire la maladie, mais c'est assez rare, parce que quand tu fais la maladie, ton système immunitaire développe des anticorps et si la maladie revient, normalement tu dois te défendre. Pouvez-vous donner des moyens naturels pour renforcer le système immunitaire? Oui, pour renforcer le système immunitaire, c'est le mode de vie. Voilà, donc il faut une alimentation équilibrée, donc manger des fruits et des légumes. La plupart des vitamines, moi j'aime pas prescrire les vitamines pour des patients qui sont capables de manger. Voilà, les vitamines pour moi c'est plus pour des patients qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à s'alimenter, ou chez des patients chez qui on a fait un ionogramme sanguin, donc une prise de sang pour voir quels sont les déficits qu'ils ont dans certains sels minéraux, des ions et tout. Et donc en fonction de ça on peut donner des vitamines. Sinon normalement il suffit juste de manger convenablement. Il y a la goyave et la papaye qui sont des fruits qui contiennent le maximum de vitamine C. Donc il faut juste manger des fruits et puis normalement c'est bon. Après il y a des choses qui dépriment le système immunitaire, comme l'alcool. En ces temps de coronavirus là, mieux vaut déposer le verre et ne plus boire d'alcool parce que ça va déprimer le système immunitaire. La cigarette aussi, c'est quelque chose qui affaiblit les poumons. Donc si on fume, si le coronavirus vient se greffer sur un poumon d'un fumeur qui est à 50% détruit, ses chances de suivi ne sont pas très, très, très bonnes. Alors, bonjour cousin, pourquoi y a-t-il peu d'enfants ou bébés atteints par le Covid? Non, il n'y a pas les enfants et les bébés. Voilà, j'avais fait une vidéo, voilà, il faut nuancer les choses. Hein. J'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'ils n'étaient pas très atteints. C'est pas qu'ils ne sont pas atteints, ils sont atteints autant que nous. Ils se contaminent autant que nous, pareillement. Sauf qu'ils vont faire des formes mineures de la maladie. Ils vont faire des formes mineures, c'est-à-dire qu'ils vont être asymptomatiques, ils ne vont pas présenter de signes, mais le virus est dans leur corps et ils peuvent contaminer d'autres personnes. C'est là le plus grand danger. Voilà. Ou ils font des formes très simples, une petite fièvre, moins de 38 degrés, le nez qui coule, ou le nez bouché, ou des quintes de toux, juste ça. Mais sinon, ils font autant la maladie que nous. Voilà. Après, leur système immunitaire est plus compétent que le nôtre parce que leur système immunitaire est vierge. Donc, eux, dès qu'il y a un virus qui rentre dans leur corps, automatiquement, leur organisme commence à se défendre en fabriquant des anticorps. Alors que le nôtre, il devient paresseux. Il va réfléchir et puis il va chercher dans sa mémoire immunitaire les anticorps qu'il a déjà produits contre le virus. Alors que pour le coronavirus, ça n'existe pas puisque c'est la première fois qu'on est en contact avec le virus. Puisque c'est un virus qui a muté du pangolin et qui s'est retrouvé à l'homme. Peut-on appeler sans risque? Écoute, si tu as la fille avec qui tu as des rapports sexuels a le Covid, tu vas attraper le Covid. Si elle n'a pas le Covid, tu ne l'attraperas pas.
Quel est le premier symptôme de la maladie? Alors, il n'y a pas un premier symptôme en tant que tel. C'est différent d'une personne à une autre. Il y a des gens qui peuvent juste avoir une anosmie, donc ils ne sentent plus les odeurs. Il y a des gens qui peuvent avoir juste une agueusie, donc au niveau de la langue, ils ne sentent plus le goût. Donc, ça peut être juste ça. Mais sinon, les signes qu'on a l'habitude de voir, qu'à 98%, il y a la fièvre, et puis il y a la toux. Voilà. Donc, la fièvre et la toux, ce sont les deux signes principaux. Et quand ça se complique, on commence à avoir des difficultés respiratoires. On a comme si la poitrine est opprimée, comme si on coinçait la poitrine. Et quand on marche, on est de plus en plus essoufflé. Sambi Kessa Kango. Alors, elle dit, ah, ma question a été zappée. Est-ce que on contrôle maintenant l'épidémie en France? A-t-on maintenant le matériel, masque et gel? Alors, le matériel, il est disponible pour le personnel hospitalier. Donc, nous, on a le matériel, en tout cas, dans tous les hôpitaux. Maintenant, pour la population, est-ce qu'il y a tout le matériel? Bon, je ne sais pas. Il faut aller en pharmacie. Moi, je fais la maison et l'hôpital. Est-ce qu'on contrôle l'épidémie? Non, on ne contrôle même pas l'épidémie. L'épidémie, elle ne peut pas être contrôlée. On essaie de la freiner. On a réussi quand même à la freiner parce que normalement, on devait avoir plus de patients en réanimation. Voilà, parce que le but du confinement, c'est de retarder le passage en réanimation assez rapidement. Voilà, donc ça, on a réussi à le faire, mais sinon, chaque jour, les gens se contaminent et ce sont les gens qu'on teste. Donc, on ne maîtrise même pas l'épidémie. Bon, donc voilà, j'ai répondu aux questions qui étaient là. Si vous avez d'autres questions, ben, posez-les au fur et à mesure. Euh, donc, j'ai parlé de quoi? Ben, j'ai parlé de tout, hein. Voilà, donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Là, ben, ça fait 1 heure que je parle, hein, donc j'ai parlé pendant longtemps. Donc, si vous avez des questions, bah, je suis dispo. Si vous n'avez pas de questions, alors c'est pour quand le pic de l'épidémie en France? Le pic, bah, il a attendu cette semaine-là. Il a attendu cette semaine-là. En Côte d'Ivoire, le pic de l'épidémie, il faut attendre vers le 15 avril, 20 avril. Voilà. Donc, début de l'épidémie, avec le nombre de cas compliqués, il faut attendre 15 avril, 20 avril. Et puis le pic en Côte d'Ivoire, ça sera probablement début mai. Alors, bonjour, Doc. Est-ce qu'on peut faire un traitement de palu si tu ressens des symptômes du palu mal d'être courbature? Ah non, il faut pas faire ça. Voilà. Pour faire un traitement de palu, il faut aller à l'hôpital. Il faut faire une goutte épaisse qui va être positive. Et après la goutte épaisse, on va te traiter du paludisme. Pourquoi? Parce que tu peux ne pas avoir le palu. Tu peux simplement avoir une fièvre typhoïde. Voilà. Et si tu as une fièvre typhoïde, que tu prends les médicaments du palu, c'est pas intéressant parce que dans les médicaments du palu, il y a certains médicaments qui ont les dérivés quinoléine. Alors que ces dérivés de quinoléine là sont des dérivés qu'on retrouve aussi dans des médicaments de fièvre typhoïde. Voilà, comme les ciprofloxacine, tous ces médicaments-là. Donc, si tu prends ça, il peut y avoir une interaction entre les deux. Donc, quand on est malade, ben, c'est pas la peine d'aller faire une automédication avec des médicaments du palu. Il faut faire la goutte épaisse. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est dit que le virus en Afrique a du mal à se répandre rapidement vu qu'il ne supporte pas la chaleur. Je voulais que tu nous éclaircisses sur tout cela. Ah non, non, c'est archi faux. Le virus, il va se répandre partout. Seulement, ce qui est vrai, c'est qu'en Afrique, le climat est plus chaud. Donc, on fait moins de rhume, on fait moins de grippe. Parce que même en France, ici, la grippe, on appelle grippe saisonnière, au moment où elle fait le plus de morts, c'est en hiver. Parce qu'en hiver, on a les muqueuses plus fragiles, on a le nez plus fragile qui coule à cause du froid. Donc, on pourrait se dire que nous, étant donné qu'on n'a pas, il ne fait pas froid, donc on a moins le nez qui coule, on est moins sujet à être enrhumé. Maintenant, pour la transmission du virus, ça n'a aucun rapport. Alors, Ange Alexandra qui me demande, ça signifie quoi atteindre le pic de l'épidémie? Le pic de l'épidémie, c'est la ligne c'est l'évolution de la maladie où on aura le plus grand nombre de cas. Voilà, donc on aura le plus grand nombre de cas. Et après, ces cas-là, ils vont aller crescendo parce que quand une épidémie commence, on a un cas.
Après 2 cas, 3 cas, 4 cas, ce sont les cas qu'on hospitalise. Hein, voilà. Donc, on aura jusqu'à peut-être 3 000 personnes, 4 000 personnes qu'on va hospitaliser. Et après, ceux qu'on a hospitalisés, on va commencer à les faire sortir de l'hôpital parce qu'ils ne vont pas rester, ils vont commencer à guérir. Donc, à un moment donné, je donne un exemple bête, hein, on va plus on va arriver peut-être à 4 000 hospitalisés et on va plus dépasser les 4 000. Voilà, puisqu'on va continuer à faire sortir des gens. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne vont pas rentrer, d'autres personnes vont rentrer, mais on ne va plus dépasser les 4 000 et la courbe va commencer à descendre. Donc on commence avec un patient, on monte jusqu'à 4 000, après 4 000 ça stagne et puis après ça descend. Donc au moment où ça stagne là, c'est ça qu'on appelle le pic de l'épidémie. Voilà, donc normalement on doit, en vrai si on doit avoir le pic cette semaine ou la semaine prochaine et puis normalement redescendre. Après ce sont des estimations, hein. Donc ça peut, la maladie peut continuer de flamber pendant un mois. Alors, est-ce qu'un sportif peut guérir ceux de la maladie? Bah, n'importe qui peut guérir ceux de la maladie, on n'a pas besoin d'être sportif. N'importe qui a un bon système immunitaire peut guérir de la maladie. Pourquoi en Afrique, il n'y a pas assez de morts? Qu'est-ce qui justifie ce taux de mortalité? Oui, en Afrique, il n'y a pas assez de morts parce que c'est le début de l'épidémie. Voilà, en France, au mois de février, je ne sais plus il y avait combien de morts, mais peut-être qu'il y avait 5 morts ou peut-être une dizaine de morts en février. Voilà. Attends, j'ai Google ici. Je vais taper sur Google et puis je vais te dire combien de morts on avait en février. Désolé, on a été interrompu. Donc je disais que j'allais rechercher le nombre de morts en février en France.